Ваше превосходительство, господин посол, Votre Excellence, уважаемые дамы и господа, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, je suis heureuse de vous saluer dans nos locaux à l'occasion d'un événement solennel. Aujourd'hui, nous célébrons un événement important pour la communauté culturelle, musicale et diplomatique. C'est le centenaire du conservatoire Serge Rachmaninov à Paris. Monsieur Prélé, nous tenons à vous féliciter, ainsi que toute votre équipe, avec la préparation de cette exposition unique et exceptionnelle dédiée à l'anniversaire séculaire de l'un des enseignements, des enseignements musicaux à l'étranger qui ont gardé depuis longtemps le patrimoine musical de la culture russe. Avant de passer la parole Son Excellence, l'ambassadeur de Russie en France, juste une introduction technique pour notre public francophone. Aujourd'hui, la conférence a lieu avec une interprétation simultanée. Vous pouvez sélectionner une chaîne pour écouter la conférence avec confort. La première chaîne, c'est pour la langue russe, et la deuxième chaîne, c'est la langue française. Aujourd'hui, dans le cadre de cette soirée, Arnaud Prillet, le président de la Société musicale russe en France, l'écrivain Van Barillon, l'enseignant du conservatoire Julia Korik parlera de l'histoire du conservatoire, de ses traditions, de son président honoraire, la Société musicale russe, beaucoup d'intervenants célèbres. Dans le cadre de cet événement, les deux expositions photodocumentaires. La première du Musée de la musique Serge Rachmaninov, moi je suis un compositeur russe, et la deuxième préparée par Conservatoire Rachmaninov à Paris, les jalons de l'histoire de Conservatoire Serge Rachmaninov à Paris. Et puis à la fin, vous pourrez prendre part à un concert dans la salle de marbre des élèves de deux conservatoires. Et j'ai le plaisir, je suis honorée de passer la parole à son Excellence, Monsieur Alexei Mishkov. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous saluer dans la Maison russe des sciences et de la culture. Cette année, le conservatoire Serge Rachmaninov, qui porte le nom du grand pianiste et compositeur russe, célèbre son centenaire. L'hôtel particulier qui l'abrite n'est pas seulement un monument architectural, mais un site du patrimoine culturel véritablement unique qui est inextricablement lié à la culture russe. Le conservatoire s'est installé à son adresse actuelle, avenue New York, 9 ans après sa fondation, en 1932, le moment où il a été confié à la communauté musicale russe à Paris. Il n'est pas étonnant qu'au cours des 100 dernières années, les archives de cette institution éducative a accumulé beaucoup de documents dont nous ne verrons qu'une partie infime à cette exposition. Ainsi, le cofondateur et le président d'honneur du conservatoire, Serge Rachmaninov, a célébré dans cet hôtel particulier ses 60 ans, l'occasion qui a réuni la crème de la crème de l'immigration russe lors de cette grande réception. Et le jour du 100e anniversaire de la mort d'Alexandre Pouchkine, c'est Tsvetaeva qui a lu les poèmes du poète dans le conservatoire. 100 ans plus tard, le conservatoire Rachmaninov continue d'occuper une place vedette dans la vie culturelle et d'éducation de Paris en 2021. Plus de 40 000 personnes ont signé une pétition pour sa conservation et le comité de soutien a été rejoint par les personnalités russes et françaises du monde de la culture telles que Yuri Bachmet, Gérard Depardieu, Marina Vladi, Boris Berezovsky et d'autres. Le mémoire historique et la coopération des cultures sur le pied d'égalité est devenu un fil rouge dans la prise de parole de Vladimir Poutine au 9e Forum international culturel qui vient de s'achever à Saint-Pétersbourg. Les mêmes valeurs que partage le conservatoire Rachmaninov. Sans aucun doute, la soirée d'aujourd'hui nous ouvrira de nouveaux détails de l'histoire très riche du conservatoire qui, j'espère, restera pour toujours l'un des lieux russes centraux à Paris. Merci beaucoup.
Chers amis, monsieur l'ambassadeur, merci pour vos paroles très gentilles et qui m'ont beaucoup touché. Il y a 100 ans, même un peu plus, la Russie, la culture russe, l'art russe ont été très à la mode à Paris. C'était encore avant la Révolution, lorsque Diaghilev, qui était déjà très connu à l'époque, il a déjà lancé ses saisons de ballet dans les années 1910. Et donc, il y a 100 ans, la Russie était tellement en vogue qu'elle exerçait une influence énorme sur la culture française. Et j'ai voulu commencer à ouvrir mon discours par cela pour faire cette comparaison avec la situation d'aujourd'hui. Bien évidemment, ce qu'on observe, ce qu'on traverse aujourd'hui est triste. Et en fait, c'est même honteux pour les Français, mais c'est bien la réalité. Nous ne pouvons qu'espérer que ça ne va pas durer trop longtemps et que finalement, la situation va revenir à telle qu'elle était il y a 100 ans. Après la Révolution, des centaines de Russes sont venus à Paris. Et partout à Paris, il y avait des endroits russes, des magasins, des magazines, des journaux, des cabarets, des restaurants et bien d'autres. Et aussi quelques conservatoires. 100 ans plus tard, je pense que ce conservatoire dont nous parlons ce soir est probablement le seul endroit, la seule mémoire, le seul témoin de cette époque-là qui nous reste. Et donc, quand il y a 3 ans, j'ai appris que cet endroit devait disparaître, je ne pouvais pas ne pas réagir pour sauver ce que je trouve le dernier témoignage, le dernier endroit russe de cette époque-là, et comme Monsieur l'ambassadeur a noté à juste titre, qui occupe les mêmes murs depuis 90 ans. Du coup, ces murs sont tellement imprégnés par la culture russe, par autant de mémoires et de souvenirs, que ça exige du respect de notre part. Tout cela a été très inattendu, mais moi-même, mon épouse, mes amis ont pris cette décision de sauver le conservatoire. Aujourd'hui, pourquoi nous sommes réunis ici? Pourquoi j'ai décidé d'organiser cette soirée dans la maison russe, rue Boissière? Parce que nous et vous, nous n'avons jamais compris qu'est-ce qui s'est passé à l'égard de la culture russe à Paris. Comment les gens ont pu soudainement commencer à nous haïr, à attaquer la maison russe de la culture ou encore le conservatoire. Et du coup, je pense que c'est très opportun d'organiser cette première exposition ici, à la Maison russe des sciences et de la culture. Merci. Yulia Kovic est avec nous sur cette scène. Est diplômée de l'académie. Elle est professeure dans différents conservatoires à Paris, y compris le nôtre. Et nous avons également Erwan Barillo, un Français, un écrivain, qui est avec nous ce soir depuis 2 ans. Nous analysons avec lui les archives pour apprendre plus de l'histoire de ce lieu. J'espère que la conférence sera une soirée intéressante pour vous. Bonne soirée à vous tous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais parler en français. J'espère que la traduction fonctionne dans les deux sens. Oui. Alors, effectivement, comme l'a rappelé le directeur du conservatoire Arnaud Frilet, ce lieu est un formidable lieu de mémoire vivante,
puisque c'est un endroit absolument unique à Paris, dans lequel on retrouve des traces de personnages absolument extraordinaires qui ont eu des destins hors du commun, puisqu'ils ont tout quitté, à savoir la Russie dans laquelle ils avaient fait leur vie, leur famille. Certains avaient de très grandes carrières et ils sont partis. Ils étaient tous issus des conservatoires de Moscou et de Saint-Pétersbourg et ils ont tout laissé pour partir vers l'ouest. Ils savaient pas vraiment où. Et puis, certains se sont établis en Allemagne, d'autres en Belgique, d'autres encore à Paris. Et à Paris, le lieu vraiment qui a été l'endroit privilégié de leur exil, ça a été le conservatoire qui s'appelait à l'époque le conservatoire russe. Ce mot exil, finalement, c'est un mot qu'ils ont toujours récusé, puisque eux-mêmes, quand ils parlaient de leur destin, ils disaient, nous ne sommes pas en exil, nous sommes en mission, puisqu'en quelque sorte, ils utilisaient ce coup du sort qui avait été le fait qu'ils avaient dû tout quitter pour retourner ça finalement en chance, entre guillemets, de faire connaître la culture russe aux petits Français qui, pour certains, la connaissaient déjà, puisqu'avant, il y avait une histoire millénaire de relations entre la France et la Russie sur laquelle on va commencer par dire quelques mots. En tout cas, voilà, moi, je suis arrivé dans ce projet avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai déjà publié 2 livres et là, j'avais envie d'écrire un livre d'histoire et je trouvais que l'angle finalement de raconter ces destins-là était ce qu'il y a de peut-être plus formidable pour un auteur. Je sais qu'il y a d'autres écrivains dans la salle et un de mes amis qui n'est pas des moindres, qui est au premier rang et qui sait combien le matériau historique peut être une inspiration forte pour un écrivain. Et donc voilà pourquoi j'avais envie de choisir cette histoire, de raconter cette histoire. Alors, le conservatoire Rachmaninov de Paris est très lié à une association que vous connaissez qui s'appelle la Société musicale russe en France, qui est la déclinaison française de l'ancienne société musicale russe créée par Anton Rubinstein, comme nous allons le voir. Et cette année, le conservatoire, enfin en tout cas l'année prochaine, fête ses 100 ans d'existence. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, ce qu'ont révélé les archives, c'est des documents évidemment inédits, des courriers que vous allez découvrir à la fois dans cette présentation, mais aussi dans l'exposition qui va suivre. Certains de ces courriers sont disposés au centre de la pièce, vous allez voir. Des photographies, des programmes de cours, programmes de concerts, des comptes rendus d'Assemblée générale de la SMRE, compte rendu du comité de direction, compte rendu des comités pédagogiques aussi que nous avons retrouvés. Dédicaces. Alors ça, c'était un petit peu comme un jeu de pistes en quelque sorte, puisqu'il y a un vrai travail qui a été fait de tri des archives. Et c'est Yulia Korik qui est ici présente qui l'a mené. Au final, c'est presque 20 000 archives que nous avons en quelque sorte exhumées. Et nous avons trouvé un petit peu au hasard, en première page de certaines de ces archives, des dédicaces, dont certaines de Francis Poulenc, de Massenet, etc., etc. Vous allez voir tout ça. Et même des dessins, donc je vous dis pas lesquels, mais vous allez les découvrir au cours de la soirée. Et tout ça, bien sûr, en vue de préparer ce livre qui va sortir en mai 2024 aux éditions des Sirtes. On peut passer à la slide suivante. Alors, peut-être que je vais passer rapidement sur les origines. Je le disais tout de suite, je le disais à l'instant, ça s'inscrit dans une histoire qui est millénaire, que moi j'ai située en 1051, mariage évidemment entre Henri Ier, roi des Francs, et Anne de Kiev. Il y a eu de grands moments, dont certains que je résume ici. La fondation en 1859 de la Société musicale russe est un précédent très important puisqu'il est en mémoire de tous les musiciens russes à Paris quand ils viennent en 1920. Ils se souviennent, certains ont connu Tchaïkovski, d'autres ont été élèves de Rubinstein. Donc, ils ont en mémoire cette fondation de la Société musicale russe par Anton Rubinstein. En 1900, exposition universelle, on dit que le stand de la Russie est à l'époque le plus beau et le plus flamboyant. Euh,
l'exposition a comme invité d'honneur le tsar Nicolas II, et c'est là qu'est inauguré le pont Alexandre III, qui est toujours évidemment aujourd'hui à Paris. 1909, lancement des ballets russes avec le pavillon d'Armide par Nicolas Tcherepnine. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, alors, tous les documents que vous voyez sont évidemment des documents originaux qu'on a retrouvés dans les archives. Donc, là, c'est les 5 années les plus difficiles pour l'histoire de la Russie, qui sont les années de guerre civile et des migrations. Donc, ce qui a été le plus marquant aussi dans les témoignages, c'est tous ces Russes que j'ai interrogés qui m'ont tous fait part du tragique sort de leur famille. Certains de leurs parents, grands-parents étaient combattants dans l'armée blanche. D'autres étaient simplement des musiciens. Voilà. En 1921, le Zemgor, qui est la principale organisation d'entraide dans les migrations russes, crée à Paris l'Université populaire russe. En fait, il s'agit de délivrer un enseignement russe qui permette comme son nom, enfin comme le premier objet de l'association l'indique, maintenir un contact permanent entre les universitaires russes se trouvant à l'étranger. Et voilà la devise des professeurs que je vous expliquais tout à l'heure, qui est une devise qui a été reprise notamment par Bounine et qu'on trouve chez beaucoup d'entre eux à l'époque. Nous ne sommes pas en exil, nous sommes en mission. On peut passer à la diapositive suivante. Et donc c'est au sein de cette université populaire russe que le prince Serge Volkonski, qui est évidemment une grande figure de l'histoire impériale et qui est aussi le mentor de Serge Diaghilev, euh, décide de fonder un conservatoire. Donc c'est pas encore un conservatoire indépendant en tant que tel, mais c'est une structure de musiciens au sein de l'université populaire russe. Voilà, donc là on a retrouvé l'adresse. Je me suis rendu sur place, donc c'était intéressant. J'ai recherché les traces sur les lieux aussi, in vivo en quelque sorte. Et ça, le tableau que vous voyez ici de Serge Volkonski, c'est un tableau original que vous pouvez encore admirer au premier étage du conservatoire. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Alors, on a beaucoup, pendant longtemps, on s'est interrogé, on ne savait pas quelle était la date de fondation du conservatoire. Ça n'a été écrit nulle part avec précision. Beaucoup de sources faisaient état de 1923, mais beaucoup d'autres de 1924. Et en fait, moi, je penchais plus pour 1924, mais sans certitude. Seulement, j'ai trouvé ce document de 1933 qui fait référence à la fondation de la société musicale russe en 1866, et qui dit l'histoire se répète, et qui parle de l'inauguration du conservatoire russe par Serge Lyapunov et Serge Prokofiev. Donc là, je me suis posé la question, parce que comme c'est un document qui date de 10 ans après, je me suis demandé si c'était pas une sorte de reconstruction de l'histoire. Est-ce qu'il y avait vraiment Prokofiev qui avait inauguré ce conservatoire? Je ne savais pas du tout. D'autant qu'aucune source ne faisait état de Prokofiev professeur. Et donc j'ai cherché, j'ai demandé à Yulia Korik de lire les mémoires de Prokofiev qui n'ont jamais été traduites, qui sont uniquement lisibles en russe. Et là, j'ai eu la réponse à ma question. On peut aller à la diapositive suivante. En fait, dans la liste des noms des professeurs du conservatoire dès l'année scolaire 24-25, on voit le 11e ligne, on voit Prokofiev. Donc, il avait certes qu'un seul élève, mais un élève de troisième année, mais il était bien professeur au conservatoire. Et vous allez voir qu'ensuite, il y a une autre preuve qui l'indique. Et donc, certes, il était professeur, mais quelle était la date d'inauguration? Et c'est là qu'on arrive aux mémoires de Prokofiev. Est-ce qu'on peut aller à la diapositive suivante? Voilà. Donc ça, c'est le journal. Ce que vous voyez en français en haut, c'est une traduction inédite puisqu'elle elle n'a pas encore été publiée dans d'autres langues. Et en bas, vous pouvez lire la version originale de Prokofiev. Donc, c'était pas destiné à la publication, c'était des notes qu'il écrivait pour lui-même chaque jour. Il n'y a pas un jour dans sa vie où il n'a pas tenu son journal. Et donc, c'est pour ça que c'est une écriture qui peut être peut-être assez brute, on va dire, mais qui est une écriture spontanée. Il accordait beaucoup d'importance à écrire sa vie, voilà, puisque le temps était très important pour lui.
Voilà. Et donc, il parle effectivement 31 octobre, c'était l'inauguration du Conservatoire populaire russe, d'où le fait que la cérémonie et le concert se sont déroulés séparément. Et il parle bien d'une inauguration avec Sergueï Lyapunov, au cours de laquelle ils ont joué Roslan et Ludmila de Glinka, comme l'avait fait sur deux pianos Rubinstein et Tchaïkovski en 1866. Donc exactement le même cérémonial que la fondation de la Société musicale russe. Donc on a la réponse à notre question, 31 octobre 1924, fondation du Conservatoire russe. On peut aller à la diapositive suivante. Voilà, deuxième document qui prouve que Prokofiev était bien professeur dans ce conservatoire. Il était professeur d'orchestration. Et là, on trouve d'autres noms, évidemment, qui sont des grands noms de l'époque, euh, que vous allez pouvoir découvrir en détail dans l'exposition, puisqu'on a fait une sorte de trombinoscope. Pour vous en donner quelques-uns, on trouve les frères Conus, donc Léon Conus et Jules Conus, qui sont les plus proches amis de Rachmaninoff, puisque d'ailleurs le fils de Jules Conus épousera donc la fille de Rachmaninoff, dont la petite fille est présente dans cette salle aussi. Donc c'est une famille qui était très très proche de Rachmaninoff et qui était de grands musiciens. On trouve aussi Ivan Galamian, il a 22 ans à l'époque, mais c'est le plus grand pédagogue de violon d'Europe, on peut dire. Il va faire le reste de sa carrière dans le monde anglo-saxon, mais c'est un très grand violoniste. On trouve le quatuor Kedrov, que donc j'ai mentionné le programme à droite, qui est une famille de musiciens aussi. Le frère de Nicolas Kedrov fait partie du quatuor. Son fils reprendra ensuite le quatuor et son petit-fils est aujourd'hui professeur de balalaïka au conservatoire Rachmaninoff. Donc c'est vraiment une famille de musiciens. Et puis il y en a certains autres aussi, par exemple Lev Tchernetsky, qui est le compositeur d'un, 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 d'un- d'une mélodie bien connue. Peut-être, Yulia, tu peux nous dire quelle est cette mélodie que les Russes connaissent? Pardon, excusez-moi. Voilà, un petit problème technique. По улице ходила большая крокодила. Je pense que tout le monde Oui, connaît. c'est une mélodie. Крокодила, большая крокодила. Voilà. Et donc, cette musique Une grande crocodile marche dans la rue. son film les temps nouveaux. Voilà, C'est ça. les temps modernes, voilà, en français. Ouais. Et donc, il était professeur d'instruments avant. Et en fait, on va pas tous les passer, mais ils étaient tous très connus à l'époque. Euh, Peut-être un dernier, Boris de Schlosser, c'est le traducteur de Tolstoï et Dostoïevski en France. C'est grâce à lui que les Français, quand on leur demande quels sont les plus grands auteurs russes, ils disent Tolstoï, Dostoïevski et pas Pouchkine, parce que Pouchkine a moins bien été traduit. En fait, c'est grâce à cet homme-là. Voilà. Donc c'est des gens quand même vraiment d'immenses vedettes à l'époque. Donc ensemble, ils décident de fonder ce conservatoire qui est dirigé par Nicolas Tcherepnine, qui est le compositeur des ballets russes. Donc je vous ai mis une petite frise à droite qui montre pour chaque année qui était le directeur du conservatoire. Donc on voit Serge Volkonski, Nicolas Tcherepnine. Pendant 6 mois à peu près, Nicolas Kedrov est nommé directeur, mais il a tellement de concerts aux États-Unis, un peu partout en Europe, et qu'il est jamais présent. Et donc, finalement, il décide d'arrêter cette fonction de direction et de se consacrer uniquement à son quatuor et à l'enseignement. On va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors tout de suite, dès la fondation du conservatoire, on a plusieurs professeurs d'honneur qui sont évidemment des grandes vedettes de l'époque. Alexandre Glazounov, qui est l'ancien directeur du théâtre du conservatoire de Saint-Pétersbourg, qui est professeur d'honneur, et Nicolas Medner aussi. Donc ça, c'est un des documents qu'on a retrouvé de Glazounov, mais il y en a vraiment des dizaines de dédicaces d'Alexandre Glazounov. On peut passer à la slide suivante. Voilà, Chaliapine. Chaliapine était vraiment très populaire au sein de l'émigration et c'est la seule fois, son décès a été la seule fois où
un étranger a eu des funérailles nationales, tellement il était important. Et donc c'était vraiment autour de lui que beaucoup de choses se passaient. Il n'a pas directement enseigné au conservatoire, mais il orientait beaucoup de jeunes chanteurs vers le conservatoire russe. Sa fille Marina était élève au conservatoire aussi. Et il faisait évidemment venir beaucoup de chanteurs dans les concerts que nous allons voir tout à l'heure, puisque il avait ce qu'on pouvait appeler un carnet d'adresses. Mais il était, surtout, c'était une personnalité extrêmement touchante. On a trouvé beaucoup de mots de Chaliapine, et notamment cette photo dédicacée. Il me semble que de toutes les chansons du monde, la chanson russe, laïque aussi bien que spirituelle, se rapproche au plus près de l'âme humaine. Elle répond pleinement à la tristesse et à la joie. L'âme humaine est libre et immortelle. Chantez-lui l'amour infini, que Dieu vous aide. On peut passer à la diapositive suivante. Alors ça, c'est un dessin de Chaliapine qui était au début d'une partition. Donc, ça fait partie des surprises qu'on a eues en menant cette investigation. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Autre professeur d'honneur du conservatoire, qui lui est nommé un petit peu plus tard, en 1938, c'est Alexandre Gretchaninov. Voilà, là vous avez une composition originale de Gretchaninov et une carte imprimée qu'il donnait à ses admirateurs, dont vous allez retrouver d'ailleurs un exemplaire tout à l'heure dans l'exposition. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Et là, en 1948, donc peu de temps avant son décès, Alexandre Gretchaninov, par une lettre, décide de léguer toutes ses partitions et nombre de ses meubles et plusieurs objets personnels au conservatoire russe. On a toujours un buste aujourd'hui de Gretchaninov. Donc on suppose que le buste faisait partie de ces objets personnels qu'il a légués en 1948 par cette lettre. Lettre que vous pouvez voir aussi dans sa version originale tout à l'heure dans l'exposition. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Alors 1931, c'est une date très importante puisque c'est en quelque sorte l'officialisation du conservatoire à travers la création de cette association dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la Société musicale russe à l'étranger. Donc là, on a clairement une filiation qui est établie avec l'ancienne Société musicale russe impériale. Et euh, on voit donc, dans son article 2, cette association, c'est ce qu'on appelle l'objet de l'association, cette association a pour objet d'unir les musiciens et les amateurs de la musique russe se trouvant à l'étranger afin d'améliorer la condition morale, légale et matérielle des musiciens russes à l'étranger, de stimuler parmi eux l'esprit de solidarité et de propager et de maintenir hors de la Russie la tradition et la culture musicale russe. Puisque, effectivement, dès la fondation du conservatoire en 1924, c'est évidemment les enseignements de l'école russe qui sont prodigués, aussi bien des conservatoires de Moscou, de Saint-Pétersbourg, et aussi on trouve certains professeurs du conservatoire de Vienne également. On peut passer à la diapositive suivante. Alors le premier président aussi, il reste peu de choses sur cet homme, pourtant c'est un grand personnage historique, puisqu'il était l'un des ministres les plus importants du gouvernement provisoire de Kerensky, c'est Alexandre Konovalov. Alexandre Konovalov était ministre de l'Industrie et du Commerce du gouvernement provisoire. Il était aussi chargé de l'approvisionnement militaire. Donc c'était un homme qui avait un poste extrêmement important pendant la guerre. Et il est aussi très influent au sein de l'émigration. Il est notamment président du Zemgor, dont j'ai montré tout à l'heure l'importance, et il est président d'une dizaine d'associations de Russes émigrés. Donc il est vraiment incontournable et il dirige aussi le journal Les Dernières Nouvelles. Donc c'est à la fois un intellectuel, un homme politique, un musicien, puisqu'il est pianiste également, et c'est un personnage avec beaucoup de palettes. Et c'est lui qui devient le premier président de la Société musicale russe à l'étranger. Sur cette carte de visite que nous avons retrouvée, vous voyez, Alexandre Konovalov prie bien Monsieur Liffard de lui faire plaisir d'accepter d'assister à la première soirée de la Société. Donc c'est au cours de cette première soirée de la Société musicale russe que Serge Liffard va adhérer à la Société. Et Serge Liffard est le membre qui est resté le plus longtemps membre de la Société musicale russe, puisqu'il est resté membre pendant 55 ans, de 1931 à 1986, son décès.
Donc on va voir après, il est resté 55 ans membre. Donc évidemment, en 1931, quand Serge Giffard rejoint la société, il est au sommet de sa gloire, puisque il a explosé avec les ballets russes et il continue ses propres créations. Voilà la photo que nous avons retrouvée qui date de 1931. Plusieurs personnalités sont reconnaissables sur cette photo, notamment Serge Giffard et Alexandre Konovalov. On peut passer à la slide suivante. Et donc pour cette société, évidemment, le nom du président d'honneur s'impose et c'est Serge Rachmaninov qui est proposé pour le poste, évidemment, poste éminemment prestigieux qu'il accepte avec reconnaissance dans ce télégramme en provenance de New York que nous avons retrouvé et qui est aussi dans les documents que vous allez pouvoir admirer ce soir. On peut passer à la suivante. Alors, c'est l'histoire aussi d'une itinérance, puisque jusqu'à l'établissement définitif en 1933, le conservatoire est à plusieurs adresses. En tout, il y a 6 adresses différentes. Parfois, ce sont des conservatoires qui sont en concurrence, parfois, ce sont des changements d'adresse. Mais tout ça pour dire que c'est très compliqué, puisque évidemment, les moyens manquent et il faut trouver un lieu qui puisse accepter et qui puisse convenir aux prodiges de demain, puisque c'est un niveau d'enseignement qui est très important. Donc, d'abord, évidemment, c'est le Conservatoire d'Université populaire russe, ensuite le Conservatoire de l'Institut musical russe, donc 27 rue des Petits Hôtels, voilà, et j'ai retrouvé les 6 adresses différentes jusqu'à l'établissement avenue de Tokyo, qui deviendra ensuite avenue de New York, en 1933, à l'adresse que nous connaissons aujourd'hui. On peut passer à la diapositive suivante. L'entraide est très importante. Vous vous souvenez des statuts de la Société musicale russe à l'étranger, qui dit explicitement que c'est aussi créé pour permettre aux Russes de s'entraider entre eux dans cette période particulièrement difficile, surtout après la crise mondiale de 1929. Et donc, la SMRE joue ce rôle, c'est même l'un de ses premiers rôles en réalité, et dans cette invitation à la, à à un spectacle qui a lieu au Trocadéro en février 32, on retrouve évidemment la traduction française à droite et la version russe, puisque en permanence, la SMRE s'adresse aux Russes de Paris. Donc ce document nous a paru extrêmement important. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc ce qui est aussi capital, c'est que tous les prodiges du théâtre de Saint-Pétersbourg, du Mariinsky, du Conservatoire de Moscou, se retrouvent souvent au chômage et dans des situations particulièrement difficiles. Et donc, ils sont forcés de participer à des spectacles qui sont pas forcément ceux auxquels ils étaient habitués. Par exemple, Irène et Néry. Peut-être, Yulia Korik, tu peux nous dire quelque chose sur Irène et Néry? En fait, c'est vrai que c'est un petit livre qu'on a trouvé en haut, donc au dernier étage de notre conservatoire, dans notre bibliothèque. Et cette photo, il est tombée de ce livre ancien. C'est une carte postale sur laquelle on voit Irina Eneri avec Glazunov qui la regarde attentivement. C'est une jeune fille prodige. Donc, j'ai découvert sa biographie. Il a pu jouer en présence de la tsarine, donc l'épouse de Nicolas II. Et donc, c'était vraiment un enfant très remarqué déjà à l'époque, que même Grand Glazunov, il a pu remarquer son talent. Et là, sur la photo à droite, on voit déjà Irina Eneri. Donc, bon, son nom il se prononce à la française, on peut le dire aussi Irène Eneri. Plus tard, à Paris, donc il a aussi travaillé, il était passé à un autre conservatoire, il a enseigné à un autre conservatoire plus tard. Et Glazunov, c'est très touchant parce que Glazunov aussi, il a passé dans notre conservatoire à la fin de sa carrière, après avoir quitté Leningrad, donc Saint-Pétersbourg, au début des années 20. Voilà. Et peut-être un mot aussi sur Alexandre Mosjoukine. Et Alexandre Mosjoukine, c'est le frère du célèbre acteur Mosjoukine. Donc, c'était un grand acteur de cinéma muet, très célèbre, très bel homme, très connu et admiré par tous, jusqu'à l'arrivée de cinéma, donc cinéma parlant, parce qu'il paraît que c'était la fin de sa carrière à ce moment-là. Et donc, Alexandre, c'était le frère de ce célèbre acteur. C'est ça. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante.
Donc ça, c'est une photo qui date d'avril 1938, qui correspond pas en fait au texte, mais c'était pour montrer euh, que Rachmaninov était venu plusieurs fois au conservatoire. On sait qu'il est venu au moins 3 fois. On a la preuve qu'il est venu à 3 reprises et qu'il a joué une fois sur le Steinway du conservatoire. Euh, le 7 mai 33, c'est la grande réception en l'honneur de Rachmaninov, à la fois pour ses 40 ans de carrière artistique et pour son 60e anniversaire. Donc tout le Paris russe est convié, y compris les représentations officielles. On compte notamment dans les convives Ivan Bounine, qui va recevoir 6 mois plus tard son prix Nobel. Et d'ailleurs, Rachmaninov lui enverra un télégramme pour le féliciter. Donc voilà, cette grande réception en l'honneur de Rachmaninov se tient seulement 7 jours après que les musiciens aient emménagé avenue de Tokyo, donc à l'adresse actuelle. Donc en quelque sorte, c'est Serge Rachmaninov qui a inauguré le conservatoire qui plus tard porte son nom. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Alors, rapidement, quelques lettres qui montrent que c'est un lieu absolument incontournable de la culture russe à Paris. Ici, vous avez une lettre qui est écrite du cabinet d'Anna Pavlova, mais en réalité, elle est signée par Victor Dandré, son compagnon, qui est aussi son agent, qui dit que Anna Pavlova ne manquera pas de venir au conservatoire lors de son prochain séjour à Paris. On peut passer à la diapositive suivante. Là, vous avez une lettre d'Arthur Rubinstein que vous pourrez évidemment regarder dans l'exposition, qui est adressée à Serge Liffard, président de la Société musicale russe, puisqu'il est devenu président après, qui, euh, qui est assez amusante, puisque en dessous, on trouve une petite mention manuscrite en russe qui dit je suis désolé, je ne parle pas bien le russe. Извини, но я пишу плохо по-русски. Voilà. Donc, et Serge Liffard en haut à gauche. La mention dit excuse-moi, mais j'écris très mal en russe. Donc, c'est un peu grâce à lui qu'on a retrouvé cette lettre. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Alors là, c'est la liste non exhaustive du comité d'honneur de 1938. Vous aurez le temps de la regarder plus tard, puisqu'elle est dans l'exposition. Mais ce qu'on peut retenir comme nom, c'est des gens comme Maurice Ravel, comme Toscanini, comme euh, Jacques Thibaud, évidemment, qui sont les grands musiciens de l'époque. Tous ont été membres d'honneur du conservatoire, à part une exception. Il y en a peut-être qui savent, il y en a peut-être qui ont deviné qui était le grand musicien qui n'a pas accepté d'être membre d'honneur du conservatoire. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à lever la main. Un grand musicien, un grand compositeur russe. Allez-y, dites des noms, hein. Bah non, Prokofiev, il était professeur. Il était professeur, mais il- vous avez des idées sinon? Pardon? Eh ben, en fait, c'est Stravinsky qui avait un compte personnel à régler avec Tcherepnine, puisqu'il s'était embrouillé sur les ballets russes. Et donc Stravinsky dit dans une lettre que vous allez voir aussi qu'il est dans l'impossibilité d'accepter cette proposition. Voilà. Il est dans l'impossibilité. Donc c'est le seul refus qu'on ait trouvé. On peut passer à la diapositive suivante. C'est aussi un lieu de refuge d'artistes, pas seulement de musiciens, mais aussi de peintres. Énormément de peintres ou de collectionneurs d'art sont membres de la société, et notamment Jacob Milkin, qui a eu un destin effroyable puisque il était donc de confession juive et il a été donc raflé pendant l'occupation et assassiné à Auschwitz. Mais plusieurs de ses dessins ont été offerts au conservatoire et ils sont toujours. Donc vous allez voir ces dessins dans l'exposition. C'était l'élève de Ilya Repin et il a aussi amené une copie d'une aquarelle d'Ilya Repin représentant Glazunov, qu'il a dû offrir à Glazunov, qui est aussi affiché au conservatoire. On peut passer à la diapositive suivante. C'est aussi à partir de 1937 une grande école de ballet. Euh, Ici, vous reconnaissez sûrement Olga Preobrajenskaya, qui était professeure de ballet. Ensuite, il y a eu de grands noms aussi. Il y a eu Kshestinskaya, Serge Liffard lui-même à partir de 1952. Et encore aujourd'hui, vous avez un cours de ballet au conservatoire
qui fait la fierté du lieu, qui est notamment avec des professeurs comme Anna Nikolaeva. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Et une autre professeure de ballet qui a elle aussi un destin hors du commun, puisque j'ai découvert, et là c'est un petit peu le scoop de la soirée, qu'elle était la fille de Maxime Gorky. Donc, elle s'appelle Nina Tikhanova. Et, euh, et Yulia, peut-être tu peux dire un mot sur Nina Tikhanova, enfin, qui atteste que c'est vraiment la fille de Maxime Gorky, puisque c'était un peu un secret de polichinelle dans la communauté russe. Э, Я думаю, что на самом деле я тоже открыла это для себя не сразу. Я сначала прочитала ее воспоминания. En effet, je ne l'ai pas découvert de suite. D'abord, j'ai lu ses mémoires qui ont été éditées en France dans les années 90. Je crois qu'il existe en russe également. Et après, je commençais à faire des recherches sur Internet et je retrouvais son interview vers la fin de sa vie, où elle a donné une interview à un journaliste qui, qui a compris que pendant toute sa vie, elle avait des doutes sur sa naissance, sur ses parents, et puis son frère Shankiewicz, qui était critique de ballet, qui lui a transmis ces informations. En effet, sa mère n'a pas voulu lui révéler cette information pendant sa vie. Elle l'a transmise à son frère. Et en effet, sa mère, elle était secrétaire littéraire de Gorky. Et Nina, elle est née à Saint-Pétersbourg. Et Gorky lui a donné, offert de petits cadeaux pour elle, mais elle a eu toujours son attitude attentionnée, plus attentionnée par rapport aux autres, malgré le fait qu'elle ait eu d'autres enfants. Et en effet, son frère lui a révélé ce secret. Je crois qu'elle quand même qu'elle a deviné, mais lui, il a découvert. Физикмо или Oui. ressemble, то есть она даже похожа на него, если посмотреть вот эти щеки, ну то есть вот этот бюст, он Si vous немножко... regardez ses joues, si on regarde ce buste, on voit bien que l'apparence physique est similaire. Qui nous ont dit elle avait le visage de Maxime Gorky, en plus des lettres évidemment qu'il lui envoyait. Alors, la période de l'occupation est particulièrement difficile pour le conservatoire, puisque la présidente de l'époque, Nina Aleksinsky, ou Aleksinskaya, sur laquelle il reste rien, il n'y a aucune littérature qui parle d'elle. Ça fait partie de ces personnages extraordinaires qui ont été complètement oubliés par l'histoire, a été en fait une résistante. Euh, Elle a hébergé une famille qui s'appelle les Kaluzny. Donc, on a regardé l'origine du nom et c'est plutôt un nom d'origine juive à partir de février 41. Et elle a refusé de s'inscrire à l'organisme qui avait été mis en place par les Allemands, qui était géré par un Allemand en fait qui s'appelait Yuri Gerebkov et qui forçait les Russes à s'inscrire, enfin les Soviétiques à s'inscrire pour montrer qu'ils n'étaient pas soviétiques, c'est-à-dire ennemis à partir de juin 41. Et donc elle a refusé de s'inscrire elle-même et d'inscrire les musiciens du conservatoire là-bas. Ce qui fait qu'elle a été considérée après-guerre par le ministère des Affaires étrangères du gouvernement du général de Gaulle comme une personne de confiance et que, par contre, pendant l'occupation, c'était très difficile. Le conservatoire a été saccagé et son domicile personnel a été perquisitionné. Donc ça, ce sera raconté dans le livre et puis même dans l'exposition, vous pourrez voir ces pièces-là comme le, le laissez-passer des forces françaises de l'intérieur du général de Gaulle qui a été délivré à Nina Tikhanova, dont on vient de parler. Et, euh, et voilà, donc il y a plein de destins extraordinaires. C'était très difficile l'occupation pour les professeurs, puisque, par exemple, pour l'anecdote, Nicolas Tcherepnine a été obligé de brûler certains des manuscrits de ses compositions, parce que l'hiver 41 était particulièrement rude, et donc il n'y avait plus du tout de bois de chauffage, et sinon il serait mort de froid, puisqu'il était déjà très âgé. On peut passer à la diapositive suivante. Et on a retrouvé aussi le destin exceptionnel d'un résistant qui s'appelle Michel Tagrine. Vous allez voir son nom tout à l'heure dans un programme aussi qu'on a retrouvé, qui était élève avec sa sœur, dont vous avez peut-être entendu parler puisqu'elle a animé une émission
de radio pendant 20 ans qui s'appelle Nadia Tagrin, qui était, elle étudiait le piano et lui le violon. Et en fait, son histoire est absolument extraordinaire puisqu'il a commencé à résister dès 41, dès l'opération Barbarossa. Et pourtant, on pourrait penser que c'était des Russes qui étaient a priori anti-soviétiques, mais en fait pas du tout. À partir du moment où les Allemands ont commencé à attaquer l'Union soviétique, pour eux, c'était comme s'ils attaquaient la Russie. C'était la même chose, et donc ils se sont tout de suite jetés dans la... En tout cas, Michel Tagrin s'est jeté dans la résistance. Et donc il a fait plusieurs... Il y a un témoignage qui est très intéressant, auquel je peux vous renvoyer, c'est le témoignage de Madeleine Riffaut, vous le trouvez sur Internet. Il a fait plusieurs coups de main, comme on disait à l'époque, contre des Allemands. D'abord, il a reçu une balle dans la main, ce qui fait il ne pouvait plus jouer du violon. Et il a dit, de toute façon, maintenant, j'ai plus rien à perdre. Je sais que je serai plus un grand violoniste. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit du 24 au 25 août 44, dans les combats de la libération de Paris, il a, il tenait des barricades et il est mort dans un combat contre les Allemands. Et il y a aujourd'hui une rue qui porte son nom dans le 19e arrondissement et une plaque également. Il est mort à l'âge de 22 ans. Et là, vous avez sa photo quand il était enfant au conservatoire. On peut passer à la diapositive suivante. On a aussi retrouvé une, euh, une lettre d'un des musiciens du conservatoire qui est Piotr Kraszkinskis, je ne sais pas si je prononce bien, qui est un compositeur. Euh, on s'excuse, il y a un texte en transparence, mais qui est un compositeur juif polonais également, et qui a été interné dans des camps de concentration. La photo donc qu'on voit à droite, c'est une photo dans un camp, et qui écrit à Eleanor Roosevelt, donc l'ex-première dame des États-Unis, puisque Franklin Roosevelt n'est plus président à ce moment-là, et pour lui envoyer son manuscrit, enfin pardon, sa composition, et Eleanor Roosevelt lui répond et on a trouvé sa lettre. Donc je suis désolé, il y a une légende qui s'est glissée par-dessus, mais qui le remercie pour cet envoi-là. Donc ça fait partie aussi des documents capitaux qu'on a retrouvés. On peut passer à la diapositive suivante. Et après-guerre, évidemment, c'est la libération, donc c'est la liesse, c'est les années où tous les Russes se sont réconciliés. Il y a énormément de contacts qui sont pris avec l'ambassade soviétique et et d'événements communs, notamment le bal de Noël 44, et aussi des événements avec les Américains. C'est la grande réconciliation, et c'est aussi les années de fête, d'insouciance, et Paris revit en quelque sorte. Donc oui. Мы хотели бы просто уточнить, что вот эти стулья, которые вы видите на фотографии, они до Je сих пор... souhaiterais juste préciser que les chaises que vous voyez sur la photo, ce sont, en effet, ils se retrouvent toujours au conservatoire. C'est notre salle. Surtout le lieu russe à Paris. Il y a évidemment l'église Alexandre Nevsky pour tout ce qui est religieux et le conservatoire pour tout ce qui est profane. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc là, vous retrouvez ma petite frise qui montre un petit peu tous les présidents de la Société musicale russe à gauche, tous les directeurs du conservatoire à droite. Et le plus connu, c'est évidemment Serge Liffard, qui est président de la Société musicale russe entre 62 et 67. Donc il est très actif dans l'organisation de soirées et il tient aussi par ailleurs une classe de danse, de ballet. Et il reste proche du conservatoire jusqu'à son décès, puisque là on voit une photo qui date de 82 probablement, qui est prise lors d'une soirée du conservatoire. Il est avec une professeure de piano qui s'appelle Hélène Savitsky ou Savitskaya, et donc il est resté vraiment ami et membre de la CMRE jusqu'à son décès. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc là je vous parlais tout à l'heure de tous les trésors qu'on a pu retrouver. Là, c'est vraiment qu'un échantillon, mais il y en a des dizaines. Darius Pilot, Lydia Finer, Massenet, Francis Poulenc et bien d'autres. Merci. Et aussi, donc, le conservatoire, j'allais dire surtout, est un haut lieu de concert.
puisque des musiciens prestigieux comme Nathan Milstein, Vladimir Horowitz, Aldo Ciccolini et d'autres, souvent d'ailleurs dans les années 30 à l'initiative de Rachmaninoff, puis dans les années 50 et 60 à l'initiative de Serge Liffard, viennent jouer au conservatoire. Donc il y a une vraie vocation de diffusion culturelle aussi, en plus de l'enseignement, qui est perpétuée aujourd'hui, puisqu'on va vous parler tout à l'heure de tous les concerts qui sont organisés aujourd'hui dans le cadre du conservatoire, mais c'est une tradition en fait qui est centenaire et qui se perpétue. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Donc là, euh, à partir du départ de Serge Liffard en 67, ça devient très difficile pour le conservatoire, puisqu'il y a un tournant qui est pris, qui est en quelque sorte, on pourrait dire, un recentrement sur la vieille communauté blanche parisienne, et on décide de se couper de l'ambassade soviétique à partir de 67. Et donc, ça crée forcément des difficultés matérielles. Euh, et le conservatoire commence un petit peu à péricliter à partir des années 70, puisqu'on est en pleine révolution, vous savez, en France avec mai 68, et là, le conservatoire est en quelque sorte l'opposé, puisque c'est un lieu assez ancien, considéré comme peu entretenu, et ce qui fait la réputation par contre du conservatoire, c'est la célèbre cantine russe, qui pratique des prix défiant toute concurrence avec de la bonne nourriture russe, et donc il y a beaucoup d'étudiants fauchés de la Sorbonne qui viennent manger à la cantine russe du conservatoire. On a trouvé énormément de témoignages. Donc c'est très touchant. On peut passer à la suivante. Voilà. Et donc le lieu continue de péricliter jusqu'en 86. Il y a des retards de loyer déjà assez importants. Et le nouveau propriétaire décide de vendre. Et qui donc décide de sauver le conservatoire en rachetant le local? C'est Jacques Chirac, à l'époque maire de Paris, qui décide que la ville va racheter les locaux du conservatoire. Donc évidemment, tout le monde sait que Jacques Chirac, c'est un grand russophile. 2 ans après ce rachat par la mairie de Paris, il y aura le millénaire du baptême de la Russie qui sera organisé à la mairie de Paris avec énormément de musiciens du conservatoire. Et donc, c'est grâce à Jacques Chirac, en quelque sorte, que le conservatoire Rachmaninoff, aujourd'hui encore, a pu rester dans son adresse actuelle. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Alors, après donc, ce sauvetage du conservatoire, on le doit à un homme, c'est Dimitri Markevitch, qui est un grand violoncelliste, frère d'Igor Markevitch, qui était vice-président de la Société musicale russe. Et 2 ans plus tard, 2 ans après ce sauvetage, arrive une figure de l'émigration, bien connue de l'émigration, qui est le comte Pierre Sheremetyev, qui décide donc de reprendre ce lieu. Et là, il y a une gestion un petit peu compliquée avec son épouse Huguette Bultel, que vous voyez ici. Voilà, il y a une gestion, on va dire, qui plonge le conservatoire dans un état encore plus difficile qu'il ne l'était jusqu'en 2020. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, ces déboires amènent le comte Pierre Sheremetyev au tribunal, et il y a un risque réel, non seulement d'expulsion de l'immeuble, mais de disparition totale de ce lieu d'histoire et de culture russe à Paris. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. En de mai à août 2020, une nouvelle équipe reprend le flambeau, qui est dirigé par Arnaud Frilet. Et là, je vais laisser la parole peut-être au directeur du conservatoire qui va vous expliquer un petit peu tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris depuis 2020. Je vous remercie. Je ne sais pas si je vais continuer en français ou en russe. Est-ce que en russe, ça suit bien sur la traduction? Alors, avec tout ce que vient d'exposer Erwan, vous comprenez que quand on arrive dans ce lieu et qu'on vous appelle en vous disant qu'il va disparaître, il y a un sursaut en vous, en ayant ou en n'ayant pas des origines russes, qui dit que c'est pas possible. Voilà. Et donc, c'est effectivement en arrivant dans ce lieu et en découvrant tout ça que je me suis dit avec mon épouse Julia, c'est pas possible. Et donc, on a remonté les manches
on a mis la main aussi un petit peu à la poche pour tout de suite permettre de payer des dettes et ne pas être radié. Et donc, on a entrepris un certain nombre de choses très importantes pour qu'on puisse aujourd'hui être devant vous, heureux de vous présenter tout ça. Et ce sont 3 années qui ont été très compliquées. Alors, bien évidemment, il a fallu régler l'histoire du tribunal, et puis la mairie, et puis rénover des locaux qui nécessitaient d'être rénovés et d'être mis aux normes. Et puis surtout, on est dans un conservatoire, et donc il faut s'appeler conservatoire avec un vrai programme pédagogique. Et donc, on a rebâti un programme pédagogique avec des professionnels de la musique, de l'enseignement, des professeurs. Et on a recruté justement, et donc aujourd'hui, 70-80% des professeurs sont russes, issus des conservatoires, des académies russes. Et pour tous les autres, ils sont tous passés par une école russe, qu'ils soient français, iraniens, arméniens et bien d'autres. Donc l'ADN et l'école doit rester cette école de la méthode russe, surtout pour le piano et la danse. Diapositive suivante. Et donc, petit à petit, on a pu remonter un peu la pente, donc avec les élèves qui sont aujourd'hui de 300. Je rappelle qu'ils étaient il y a une quinzaine d'années 700. Et donc, aujourd'hui, on a 300 élèves. Et puis, on a ouvert une dizaine de nouvelles disciplines, d'instruments de musique, de chorale, beaucoup de danse. Et puis, on a mis en place un programme académique en se calquant aussi sur le programme académique français pour pouvoir aller petit à petit vers une reconnaissance d'un diplôme par l'État. L'autre volet, ce sont les concerts. Erwan l'a beaucoup rappelé. Et donc, on en organise maintenant beaucoup. On en a fait 46 l'année dernière et on a à peu près 2 concerts par semaine. Et puis, on a inauguré aussi depuis l'année dernière des salons de littérature, toujours axés sur la culture et l'histoire russe. Et donc, on reçoit chaque mois, dans un salon de littérature animé d'ailleurs par Erwan Barrio, de grands noms de la littérature liés à la Russie, André Makin, Jean-Marie Rouer, Feu Hélène Carrère d'Ancos et bien d'autres. Et puis aussi parfois des intervenants comme Hubert Védrine qui viennent jamais dans un contexte ou dans un sujet politique, mais rappeler leur lien avec la culture et avec la littérature russe. Et puis on a également ouvert maintenant des soirées de poésie qui sont animées par une actrice russe du MKHAT, je crois, et qui fait découvrir la poésie en russe et qui reparcourt comme ça. Donc, on a réanimé un petit peu toute cette vie culturelle dans ces murs qui le méritent, vu tout ce qu'on a pu voir auparavant. Et puis, la russité du lieu, elle n'est même pas à défendre, elle est tellement évidente et qu'aujourd'hui, elle est encore plus nécessaire pour résister, pour justement dire à quel point cette culture russe est importante, est ancrée dans la culture française. Et donc ces murs qui transpirent d'eux-mêmes avec tout ce qu'on vient de voir continuent aujourd'hui de porter haut l'âme, la culture, les artistes russes. Alors, on développe également maintenant beaucoup d'initiatives. On voit le conservatoire maintenant qui joue à l'extérieur et qui se fait inviter dans des festivals, dans des initiatives, souvent avec la ville de Paris. Merci. Diapositive suivante. Alors, c'est une illustration. On a fait un spectacle pour les 100 ans. Là, il y avait trop de photos à montrer, mais on voit effectivement beaucoup de danse, et donc de la danse classique, avec Elena Dmitrieva, qui est une ex-danseuse étoile du Mariinsky, qui dirige les classes de danse classique avec 3 autres professeurs, et puis de la danse russe populaire, et puis de la danse moderne. Donc, parmi les élèves, à peu près la moitié sont des danseurs. Diapositive suivante. La musique, donc une des classes qu'on a ouvertes avec Oksana Sidiageva, qui est diplômée du conservatoire Tchaïkovski en harpe, de la musique d'ensemble maintenant beaucoup pour faire jouer les jeunes et puis les professeurs ensemble, musique de chambre. Et puis on voit des tout petits et puis le chant lyrique avec 2 professeurs de chant lyrique. Diapositive suivante. Avec ce qu'on vit, je l'ai rappelé tout à l'heure et il faut le rappeler, le conservatoire a un rôle très important de rester un lieu de paix, un lieu totalement apolitique, un lieu ouvert,
un lieu où la culture russe doit être au contraire un élément fédérateur et un élément pacificateur entre les amalgames, les émotions qui peuvent s'entendre. Et donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus en interne du conservatoire, dans un collectif où on a plus de 10 nationalités parmi les professeurs. Et puis, à l'extérieur aussi, avec les journalistes, avec les politiques, avec beaucoup, beaucoup de gens. C'était pas facile. On a eu des mois moralement très durs, comme beaucoup ont connu et dans ces murs aussi, mais le message est passé. Et donc, on était très heureux de recevoir pour le centenaire du conservatoire le haut patronage du président de la République, qui est une vraie marque je pense, de sa compréhension de ce qu'est ce lieu intimement russe, mais totalement ouvert, et justement avoir ce lien qui peut, j'espère, dans le court terme, être utile à rapprocher à nouveau les pays à tous les niveaux. Diapositive suivante. Alors, on arrive à la fin du travail qu'on avait parlé. Donc, vous voyez, on a sorti 250 cartons d'archives, 250 cartons, à peu près 20 000 documents qu'on a installés dans un lieu extérieur. Et donc, je salue encore le travail de Julia Koric et de son mari, Yves, qui ont passé des mois et des mois à analyser, à ouvrir ces cartons, à trier, et donc à faire maintenant une base complète de toutes ces archives, matière que Erwan et moi-même avons pu ensuite utiliser pour la rédaction du livre. Et donc, le grand projet qu'on a, c'est d'ouvrir et d'inaugurer maintenant ce qu'on va appeler la bibliothèque Rachmaninov. Et donc, dans plusieurs salles du conservatoire, on va installer des bibliothèques dans lesquelles seront rangés ces 20 000 documents. Ce sont beaucoup de partitions d'époque et qui vont encore plus ancrer le conservatoire à cette adresse historique. Alors, on est heureux d'être ici ce soir, mais le quotidien n'est pas simple parce qu'il y a des freins forcément à cette histoire. Les dettes qu'on doit continuer aujourd'hui à éponger, qui sont très importantes. Et puis, cette russophobie qui nous a pas aidés, puis qui continue on est toujours un petit peu sur des œufs quand on veut vraiment mettre en avant quelque chose qui est une évidence, qui est l'école russe, qui est la grande musique russe. Eh ben, il faut malheureusement toujours faire attention. Et donc, c'est un frein qui n'est pas agréable, mais qu'on a appris maintenant à gérer. Et puis, ça lie aussi les aides publiques. Le conservatoire n'en a jamais reçu. Alors, on peut comprendre, vu la gestion, mais maintenant qu'on est quand même un bon élève à rembourser nos dettes et à développer, ben, on espère pouvoir compter sur des aides publiques. Alors, il y a une petite lumière qui s'allume et qui semble dire qu'on devrait pouvoir bénéficier d'aides publiques maintenant. Les mécènes, c'est pareil. Alors, moi, je viens du monde des affaires. J'avais beaucoup d'amis. Et puis ensuite, les amis des grandes sociétés françaises m'ont expliqué que éthiquement, aider un conservatoire russe, c'était compliqué. Donc, c'est un autre frein. Et pour le moment, les comités d'éthique des grands groupes français que je ne citerai pas sont encore timides à vouloir soutenir le conservatoire Rachmaninov. La négociation avec la mairie, qui dure depuis maintenant des années, mais qui est en bonne voie maintenant d'aboutir. Encore une fois, on a reçu beaucoup de hautes personnalités du monde politique dans les murs du conservatoire et qui constatent le travail fait. Donc, je pense qu'on va aboutir d'ici la fin de l'année à un résultat concret pour solidifier pour des décennies une situation d'occupation du bâtiment. Et puis, Erwan le rappelait, on a un autre endroit magique qui s'appelle la cantine russe. Mais malheureusement, cette cantine, dans les années 90, a été sous-louée. Et cette cantine est devenue autre chose et n'est pas devenue ce que nous, on souhaite qu'elle redevienne. Et donc, le projet, qui j'espère maintenant est aussi une question de court terme, c'est que chacun puisse retrouver cette cantine russe accessible, jolie, et donc dans l'esprit du conservatoire, c'est-à-dire un lieu où on se retrouve, où on fait la fête, on mange bien, un petit peu différent de ce qui existe aujourd'hui. Et donc ça, c'est un gros projet que je porte avec l'équipe et qui va se réaliser prochainement. Alors, donc le travail, je me répète, sécuriser notre bail, retrouver notre cantine, rassurer les mécènes, recevoir des aides publiques et continuer à développer un public aussi bien pour les élèves que pour les
les événements culturels, les concerts et les salons. Diapositive suivante. Alors, je m'adresse peut-être un petit peu directement à vous, même si je ne sais pas qui sont toutes les personnes dans la salle. Le rôle, et j'insiste sur les communautés, parce que parfois on parle de la communauté russe, mais en réalité, il y a déjà des communautés russes, parce qu'entre les Russes originaires, des Russes blancs, et les Russes qui arrivent aujourd'hui, ce sont des immigrations, des Russes qui sont même différents. Et donc, toutes ces communautés de Russes, mais de russophiles, de russophones, d'artistes, ce sont ces communautés qui font vivre ce lieu. Moi, je l'ai repris, j'ai expliqué pourquoi. Ça, on m'appelait directeur ou recteur, même comme c'est juste de reprendre un lieu qui appartient, comme Erwan vient d'expliquer, à mon avis, à vous tous dans cette salle, puisque c'est peut-être le dernier lieu qui est un tel symbole de l'immigration russe et des Russes à Paris. Et d'ailleurs, une chose que j'ai faite dès que je suis arrivé, c'est que ce lieu est complètement ouvert. Tous les professeurs ont leurs clés, ont les codes pour rentrer. Et donc, c'est un lieu qui est ouvert. Alors, il y a des questions de sécurité, mais c'est une maison qui appartient aux communautés russes de Paris. Et ça, c'est quelque chose de très important et dont nous, on a besoin au quotidien. Et donc, dans l'action qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, la plupart russes, qui viennent et qui amènent soit leur association, soit leur spectacle, soit leurs enfants, soit pour justement faire revivre cette maison. Alors, c'est ce que je disais, voilà un petit peu, cette maison historique est la vôtre, son histoire est riche et magnifique, il faut continuer de l'écrire en la faisant vivre. Diapositive suivante. Alors, c'est mon dernier slide presque. Je voulais remercier vraiment pour cette soirée et puis pour ce qu'on vient de vous montrer. Erwan a montré des destins très difficiles. Et donc, finalement, même s'ils ne sont plus là, de remercier tous ceux qui ont fait cette histoire, tous ceux qui nous permettent de nous retrouver aujourd'hui et qui ont donné, parfois au péril de leur vie. Il a donné un exemple, mais d'autres, comme Rachmaninov, qui a beaucoup aidé financièrement, et puis d'autres anonymes, et puis des milliers de personnes qui sont passées par cette maison. Et donc, on peut les remercier aujourd'hui. Et puis, je voudrais remercier aussi tous mes amis qui, depuis 3 ans, se sont engagés, pour la plupart bénévolement, pour apporter leur réseau, leur argent, leurs idées, leur temps, pour que cette maison puisse redémarrer et lutter contre justement toutes les freins qu'on a aujourd'hui. Et puis, remercier aussi les amis russes qu'on a, principalement en Russie, qui nous soutiennent beaucoup moralement. Et c'est important parce que moralement, on est un peu moins soutenu par les Français pour le moment, et c'est important de sentir ce soutien moral qui nous vient de Russie. J'avais pas fini. Alors, je voudrais l'équipe aujourd'hui, qui est une petite équipe, il y a 4 personnes qui travaillent au quotidien au conservatoire pour organiser tout ça. Tous les professeurs, dont Yulia Korik, qui sur son temps libre a passé des centaines d'heures, des milliers d'heures peut-être à travailler sur ces archives et à pouvoir faire ça pour le conservatoire. Et puis finalement, petit à petit, il y a quand même beaucoup maintenant de politiques, de journalistes, d'artistes, d'hommes d'affaires qui commencent à comprendre que ce lieu est très important dans cette espèce de crise assez confuse où tout est mélangé et de petit à petit venir maintenant. Alors, on a même reçu mardi dernier Jacques Attali qui est venu faire une conférence. Et donc, ça prouve quand même qu'aujourd'hui, la peur de passer la porte d'une maison de culture russe, la compréhension du lieu commence à changer. Et puis finalement, remercier tous ceux qui aiment effectivement la Russie et cette culture et qui aiment venir dans cette maison. Diapositive suivante. Voilà, donc ça, c'était l'issue. Vous voyez un petit peu des professeurs, des élèves quand on avait fait ce concert. La diapositive suivante. Une lettre de Rachmaninov que vous pourrez lire, qui est là-bas dans une vitrine, où justement il dit qu'il va aider le conservatoire et il demande à Mettner, je crois, et de Glazunov de s'investir dans le conservatoire. Donc on est en 1932. On peut voir la lettre. Voilà, et puis le dernier slide.
quand même lui rendre hommage, puisque la maison existe grâce à lui. Alors voilà, alors je me suis permis de parler en son nom, mais il a beaucoup fait pour que cette maison existe. Il a accepté qu'elle porte son nom. Et donc, je pense que de là où Serge Rachmaninov peut nous regarder, je pense qu'il peut être heureux que ce lieu continue de vivre et d'exister. Voilà. Puis le dernier slide, c'était son télégramme où il acceptait justement et il était très heureux de devenir le président d'honneur du conservatoire. On en a fini. Encore merci pour votre attention. Le... Donc, ce que vous allez voir et découvrir, on l'a réalisé en 6 jours, donc ça a été encore frais des presses de tout à l'heure. Donc, c'est un panel de toute cette histoire. Erwan le rappelait, on a finalisé un livre donc, qui sera édité au printemps prochain. Et donc, c'est un livre qui est beaucoup plus large que l'histoire du conservatoire. C'est encore un livre sur l'immigration russe et sur les artistes russes. Et puis, on a prévu à cette occasion de refaire justement un certain nombre d'événements. En tout cas, je pense que vous avez bien compris que cette maison, elle est la nôtre et que c'est une maison aujourd'hui que je vous invite à connaître et à fréquenter et à y amener votre âme, vos idées et tout ce que vous pourrez souhaiter apporter pour que justement on continue ensemble à écrire cette belle histoire. Merci encore de votre attention. Alors pour terminer, je dois remercier Asia et son équipe. Я буду тогда по-русски. Спасибо большое за ваше Du приглашение. coup, je vais passer au russe. Merci pour votre invitation. Merci de nous avoir donné cette occasion d'organiser la première soirée dédiée à l'anniversaire du conservatoire. J'ai bien expliqué pourquoi pour moi c'était important d'organiser cette soirée ici. Merci à vous et à votre équipe. У нас сейчас будет небольшой концерт. Donc, on aura un petit concert. Notre jeune élève, Philippe Stratov, qui va jouer Scriabine et Rachmaninov, et du conservatoire Scriabinov, Solovyov, Lamandé. Donc, dans la salle à côté, soyez les bienvenus.